Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau ici dans Studio M, la télé d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous revoir et de vous recevoir en ce dernier jour de salon. Et maintenant dans Studio M, vous savez quoi, on va parler de plaisir et surtout du plaisir de consommer parce que évidemment c'est parfois une nécessité mais souvent cela se conjugue aussi avec le plaisir. Alors, qu'est-ce qui reste de cette notion de plaisir quand le contexte économique est difficile, quand le pouvoir d'achat est la préoccupation une ou deux des Français? En clair, le plaisir de consommer fait-il de la résistance? On va se poser la question avec Flavien Nevy. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Vous connaissez parfaitement les attitudes des consommateurs français et les habitudes des consommateurs français. C'est pas à vous que je vais le dire, on voit dans toutes les études l'inquiétude des Français. On voit que le taux d'épargne, par exemple, qui est un bon indicateur de ce taux d'inquiétude, est au plus haut historique. Ça fait 70 ans qu'on n'a jamais vu ça. La consommation, avec tout ça, elle en est où aujourd'hui ? Alors la consommation, elle résiste. Alors c'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Et c'était un peu le point de départ de notre étude. C'était d'essayer de comprendre au fond pourquoi, malgré une succession de crises quand même assez invraisemblables et hyper violentes, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on a eu le Covid, après le retour de la guerre en Europe, hyper anxiogène, la poussée de l'inflation à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 40 ans. Et avec tous ces éléments-là, on aurait pu penser, craindre que la consommation allait s'effondrer. La consommation qui représente plus de la moitié de la croissance économique dans notre pays, donc c'est un moteur important. Et malgré tout, elle a tenu. Alors certes, elle n'est pas euphorique, on n'a pas des taux de croissance importants, mais elle a résisté. Et la question, c'est au fond, comment se fait-il que la consommation a résisté alors qu'on est dans un pays développé, que tout le monde est déjà équipé, tout le monde a un canapé, tout le monde a sa cuisine, sa voiture, et qu'au fond, on peut garder ces objets-là. Et en réalité, quand on essaie de comprendre un peu, c'est vrai que la notion de plaisir, c'est une notion qui est très importante dans la consommation des ménages. C'est un moteur qui résiste. Et ce qui est assez incroyable avec cette notion de plaisir, c'est que quand ça va bien, les gens ont envie de se faire plaisir. Et quand c'est un peu plus compliqué, l'envie de se faire plaisir est quand même là malgré tout. Vous avez fait des études d'économie beaucoup plus longues que les miennes, mais ça, c'est pas un truc qui est dans les modèles économiques. La notion de plaisir, justement, elle vient un peu contredire tous les modèles économiques qui font que quand ça va mal, normalement, la consommation, elle s'effondre. Est-ce que c'est un phénomène qui est particulièrement vrai en France? Tout à l'heure, vous parliez de l'Europe, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on constate dans les autres pays européens avec des différences peut-être entre les pays? On a une Europe du Sud qui se porte plutôt bien. Aujourd'hui, si on regarde de façon macro, on voit qu'on a l'Espagne et le Portugal qui ont des taux de croissance supérieurs aux nôtres. Mais globalement, ce que je vous dis là, c'est vrai partout en Europe. En fait, dans les pays développés, où on a un taux d'équipement des ménages en biens très important, on voit que les arbitrages des consommateurs se font en fonction principalement de ce critère-là. Et ça a des conséquences qui sont majeures sur la structure de la consommation. La structure de la consommation des ménages, elle est composée de deux parties. La consommation en biens durables, j'achète quelque chose, j'achète une table, j'achète une voiture, j'achète un bien fabriqué, ou alors en service. Je vais au restaurant, je vais au cinéma, je vais dans un parc d'attractions, je fais un voyage. Et en fait, quand on regarde l'évolution sur ces 5 dernières années, c'est très spectaculaire. La consommation en biens est 5% inférieure, je parle de la France, 5% inférieure à ce qu'elle était en 2019, avant le Covid. La consommation en service est 10% supérieure. Ça veut dire qu'on a une transformation dans les dépenses des ménages. Donc quand je dis que la consommation résiste bien, c'est vrai d'une façon générale, mais à l'intérieur de cette consommation, on a une grosse déformation au détriment de l'achat de biens durables au profit des services. Et est-ce que cette consommation de services, elle comprend l'abonnement à la chaîne de sport, l'abonnement à Netflix, à Amazon Prime, à Disney, à je sais pas quoi, enfin tous ces trucs-là qui font partie aujourd'hui finalement des dépenses quasi, des coûts fixes quasi d'un foyer? Oui, absolument, ça en fait partie et ce sont des dépenses qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, qui sont venues prendre une part de plus en plus importante dans le budget des ménages. Ce qui fait que, et tout à l'heure vous parliez du pouvoir d'achat et c'est vrai que c'est une préoccupation importante des ménages en Europe mais particulièrement en France. Et ça explique en partie pourquoi les gens ont le sentiment que leur niveau de vie n'arrête pas de baisser. C'est-à-dire que comme notre consommation a changé, comme on a des dépenses liées au logement qui ont beaucoup augmenté, comme on a toutes ces nouvelles dépenses qui arrivent, en réalité les ménages voient que le 10 du mois, une fois qu'ils ont payé leur logement, leurs dépenses obligatoires, les prélèvements, les plateformes, etc., ils voient que le 10 du mois, il y a de moins en moins d'argent disponible et ils ont le sentiment que leur niveau de vie baisse parce qu'en réalité, les marges de manœuvre financières mensuelles des ménages diminuent au fil du temps. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête parce que c'est quelque chose qui est durable. Ça fait 20 ans qu'on l'observe, même plus en fait. Quand je plonge dans les données de l'INSEE sur 50 ans, c'est une tendance qui remonte à 50 ans et je pense que ça va continuer.
néanmoins, la notion de plaisir, elle reste. Alors, vous disiez, le plaisir, il se traduit pas forcément dans des biens durables. Je suis pas sûr qu'on. Alors, on peut se faire plaisir en s'achetant un très joli réfrigérateur. Absolument. Oui, ça existe. C'est possible. Ça existe. Mais c'est plutôt un plaisir éphémère. Quel impact ça a sur les achats que l'on fait? On a beaucoup parlé des géants chinois qui déboulent en France avec on va dire, une morale assez peu scrupuleuse. Est-ce qu'on va aussi juste acheter pour le plaisir de l'acte d'achat, ou est-ce que ce que l'on achète fait partie du plaisir? Non, les deux en fait. Et du coup, comme ça change fondamentalement la donne, cette notion de plaisir qui devient de plus en plus déterminante dans les arbitrages des consommateurs. Tous les professionnels qui vendent des biens durables, et particulièrement l'univers de la maison, doivent se poser la question de savoir comment donner envie à leurs clients de se faire plaisir. On n'entend pas souvent ou pas toujours un vendeur dire à un client qui hésite « faites-vous plaisir ». La notion de plaisir, elle doit être importante à chaque moment de la vente. C'est-à-dire quand je rentre dans le magasin, il faut que j'ai le sentiment de me faire plaisir parce que c'est un beau magasin. Si j'achète un produit, je vais me faire plaisir parce qu'il a un beau design, parce qu'il va être bien installé dans ma maison. Bref, il faut que tout le monde se remette en tête que si le consommateur a le sentiment de se faire plaisir, c'est certainement un déclencheur d'achat. Et que lui, il arbitre entre son canapé, sa table, sa cuisine et une sortie dans un parc d'attractions ou un voyage. Les principaux concurrents au fond de l'univers de la maison, et on est ici dans l'univers de la maison, c'est pas tellement le concurrent qui fait les mêmes produits en face, c'est plutôt le voyage, le parc d'attractions, le restaurant ou le cinéma. Et donc, il faut être capable d'activer ce levier. Et est-ce que cette notion de plaisir, elle est aussi en fonction du prix qu'on paie? C'est-à-dire, à la fin, pour le prix que j'ai payé, je me suis fait plaisir. Enfin, je veux dire, je peux très bien aller déjeuner dans un fast-food et me faire plaisir parce que c'est à ce moment-là, et avoir payé une dizaine d'euros, et aller dans un très grand restaurant. Je peux très bien m'acheter un petit produit de consommation juste pour me faire plaisir, et puis au bout de 3 mois, j'en aurai marre, ou dépenser des milliers d'euros dans un très beau meuble ou dans un très bel électroménager. Mais en fait, c'est ça qui rend l'économie passionnante, parce que c'est pas une science dure au sens 1 + 1 = 2. La notion de plaisir, elle va être différente en fonction. On n'a pas les mêmes notions de plaisir. Les choses ne font pas plaisir de la même façon. Chaque consommateur est différent. Et c'est pour ça que c'est compliqué en fait. C'est pour ça que quand on travaille dans un service marketing, quand on veut faire de la publicité, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde est évidemment très différent. Les leviers, la notion de plaisir, ok, mais le plaisir pour moi ne sera pas le même que pour vous. Et donc, il faut être capable effectivement d'aller chercher cette notion-là. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que je sais simplement, c'est que si on veut effectivement d'une façon générale, repartir en croissance, donner envie aux gens de dépenser un peu leur épargne, parce qu'on a un taux d'épargne qui est effectivement très élevé, et ben, il faut qu'ils aient envie de se faire plaisir, qu'ils se disent là, allez, je me fais plaisir cette fois-ci. C'est tout le truc de la maximisation sous contrainte qu'on a quand on fait des études de microéconomie. Justement, cette notion de l'épargne. Aujourd'hui, il y a un bas de laine des Français qui est gigantesque. Ils le gardent au cas où. C'est quoi le shoot d'endorphine qui va faire qu'ils vont peut-être l'ouvrir un tout petit peu et aller dépenser un peu de cet argent selon vous? Dans tout ce que vous regardez, dans toutes les études que vous pouvez mener, est-ce que vous avez réussi à identifier ça ou pas du tout? Bon, d'abord, on s'est tous un peu plantés. Hein. Quand je dis on, c'est les économistes, parce qu'on pensait vraiment que ce taux d'épargne qui était monté très haut et qui est monté très haut aujourd'hui autour de 18% allait rebaisser en 2024, en 2025. Il s'est maintenu, il a même continué de progresser. Donc la réponse, c'est la confiance. Voilà, il faut que les gens aient confiance un petit peu dans l'avenir. La confiance, elle passe par le fait d'avoir un budget, parce que je pense que l'incertitude politique et budgétaire est un puissant facteur de pousser les gens à faire de l'épargne toujours plus. Donc un peu plus de confiance. On a quand même un problème dont on ne parle jamais dans notre pays, mais qui est un problème majeur, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'on ne fait plus suffisamment de bébés, on a une dénatalité, on a un vrai problème, et qu'on sait que plus un pays est âgé, plus il épargne. Mais pour répondre à votre question, c'est clairement la confiance. Il faut qu'on ait une stabilité, que les gens se disent c'est bon, les augmentations d'impôts, j'y vois plus clair, le budget a été voté, on peut de nouveau relâcher un peu la bride sur l'épargne. C'est marrant parce que c'est forcément des augmentations d'impôts. Et si on se penche sur le cas des professionnels, la notion de confiance aussi, elle est importante. Alors on voit que le principal écueil quand il y a ces grandes plateformes chinoises qui déboulent, c'est qu'on dit on ne peut pas leur faire confiance. Est-ce que redonner confiance au consommateur, redonner confiance à l'acheteur, c'est aussi une façon de lui donner envie de se faire plaisir? Oui, bien sûr que c'est une façon de lui donner envie de se faire plaisir. Après, le consommateur, quelquefois, il est face à ses propres injonctions contradictoires.
C'est-à-dire qu'il va vouloir plutôt acheter des produits made in Europe, on va le dire comme ça, mais si c'est plus cher, il va faire des arbitrages différents. Donc le consommateur n'est pas toujours en phase avec ses propres injonctions. Ce que je sais simplement, c'est que aujourd'hui, on a quand même le sentiment que, en termes de, comment dire, d'incertitude, j'espère qu'on a atteint un pic. Voilà, j'espère que le plus dur est derrière nous et qu'en 2026, on aura un contexte un petit peu meilleur. Quand on regarde les prévisions de croissance d'une façon générale, alors il faut quand même attendre d'avoir voté le budget, mais globalement, on aura un scénario plutôt autour de 1%. C'est pas euphorique, mais c'est pas non plus la récession. Voilà, il faut garder de l'optimisme parce que les affaires ne sont pas faciles, certes, mais on peut encore faire des affaires. Et après, c'est le talent. Peut-être ça, c'est un point très important, notamment pour les professionnels. C'est le talent des vendeurs. Vraiment, le vendeur, c'est un très beau métier. C'est un métier qui est très difficile, mais les différences de performance entre différents vendeurs, ceux qui sont capables justement de transformer des prospects en clients qui signent un bon de commande et les autres, elle est criante. Donc c'est le talent du commerce. Il y a un journaliste dont on parlait juste avant le début du show et que moi j'ai bien connu et vous aussi, qui adorait dire à l'antenne vive les vendeurs, et il avait bien raison. Puisqu'on parle des perspectives, quand je discute là, avec les gens dans les allées du salon ou en dehors avec des patrons d'entreprise et tout, ils me disent j'espère que ça va pas durer jusqu'à la présidentielle, parce que c'est long, hein, c'est dans 18 mois. Qu'est-ce que vous dites, vous? J'espère qu'en 2026, on va quand même commencer à sentir un frémissement de rétablissement ou un frémissement de reprise. Vous y croyez vraiment? Alors, en fait, le problème principal aujourd'hui, c'est le vote du budget. Et censure ou pas censure. Si on passe cet écueil-là, à mon sens, on sera tranquille jusqu'à l'élection présidentielle. Il n'y aura pas de raison de dissoudre l'Assemblée à moins d'1 an de l'élection présidentielle, ça n'aurait pas de sens. Et on sait par expérience... Ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est vrai. Il faut faire attention dans les pronostics. Mais en tout cas, l'hypothèse, elle est moins probable, en quelque sorte. Parce que c'est vrai que plus on se rapprochera de l'échéance présidentielle, plus on se dira, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dissoudre à quelques mois d'une échéance aussi importante qui va, du coup, rebattre les cartes. Mais on sait par expérience que les années qui précèdent une élection présidentielle ne sont pas mauvaises en général. C'est pour ça qu'il faut rester un petit peu optimiste. C'est que malgré tous les chocs qu'on a connus, dissolution, censure, etc., encore une fois, on a une croissance qui ne s'est pas effondrée. On n'est pas rentré en récession. On avait plein de raisons de rentrer en récession. Ce n'est pas le cas. La consommation, elle a plutôt tenu. Donc, on est quand même capable d'avoir des îlots de résistance, de résilience qui font que l'économie, quand même, elle tient. Alors, bien sûr, c'est difficile. Les affaires ne sont pas faciles, mais il n'y a pas d'effondrement. Donc, il faut rester optimiste. Voilà, il faut rester optimiste et dans un monde qui n'est pas toujours facile, dans un monde qui peut susciter des inquiétudes, de temps en temps se faire plaisir. Ça fait du bien aussi. En tout cas, moi j'ai eu un immense plaisir à recevoir Flavien Neuvy, ici dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir. C'est toujours passionnant et éclairant. Restez avec nous dans Studio M. On va continuer à parler, à discuter de sujets de consommation, de sujets d'hôtellerie, de sujets d'ameublement tout au long de la journée. Et puis vous êtes toujours les bienvenus ici, porte de Versailles, à Esprit Meuble et à Esprit Contract. À tout à l'heure. Salut.